Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait super beau, en plus le jour où sort cette vidéo normalement le couvre-feu et les restos, les bars etc en intérieur réouvrent, donc c'est trop cool. J'espère que vous pourrez profiter un petit peu de la reprise de la vie normale. En attendant, aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été grave demandée parce que en fait sur Instagram en général on me pose beaucoup de questions sur la Corée du Sud etc. Donc je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo avec les questions qui me sont un petit peu les plus souvent posées, en tout cas dernièrement qu'on m'a beaucoup posé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en sélectionner quelques-unes et je vais y répondre ici en vidéo. Avant de commencer tout ça les gars, si vous voulez justement par exemple me poser vos questions pour la prochaine vidéo FAQ, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est sur mon compte inessai.yt. Vous pouvez me poser vos questions, de toute façon je vous répondrai directement par message et ensuite je ferai une vidéo et tout où je reprendrai la réponse que je vous ai apportée. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Maintenant que je vous ai dit tout ça les gars, on va pouvoir passer aux questions que vous me posez assez souvent. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre mon téléphone du coup parce que j'ai répertorié un petit peu les questions qui revenaient assez régulièrement. Et on commence avec la première question qui est: est-ce que tu pourrais vivre en Corée du Sud? Donc j'imagine que la question voulait dire est-ce que je pourrais vivre du coup toute ma vie en Corée du Sud. La réponse est que je sais pas. Honnêtement je sais pas. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup vivre en France. Déjà, je suis née en France, j'ai vécu toute ma vie en France et j'adore en tout cas Paris parce que j'ai toujours vécu à Paris. J'adore la ville de Paris, je trouve que c'est une ville qui est magnifique et d'ailleurs je me suis rendu compte de la beauté de la ville encore plus après que je sois rentrée de Corée du Sud. Non pas que la Corée ce soit moche ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, vu que j'ai pas vu ma propre ville pendant des mois et des mois, ça fait que quand je suis rentrée, j'avais un regard tout nouveau sur la ville et sur le pays, donc la France en général. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, on a un pays vraiment incroyable. Et c'est vrai que quand on y est habitué, il y a des choses auxquelles on fait plus du tout attention. Bref, là je m'égare de la question, mais du coup pour répondre à la question est-ce que je pourrais vivre toute ma vie en Corée du Sud, j'ai envie de dire non. Je pense pas pouvoir vivre toute ma vie en Corée du Sud, pouvoir faire mes enfants, etc. en Corée du Sud. Déjà parce qu'au niveau de l'éducation en Corée du Sud c'est très strict, donc je sais pas si j'ai envie que mes enfants évoluent dans un milieu aussi strict et aussi compétitif que la Corée du Sud. Ça c'est une question que je me pose. Et en plus de ça c'est vrai que comme je vous ai dit, j'aime bien la vie en France. Par contre maintenant faire toute ma vie, il me reste quand même pas mal d'années de vie, mais y faire peut-être en Corée du Sud, y faire je sais pas 5 à 10 ans, oui je me verrais bien. Je me verrais bien faire 5 à 10 ans et après revenir en France ou aller je sais pas dans un autre pays etc. Mais je me verrais bien en tout cas rester en Corée du Sud pour une durée longue, plus longue que l'année que j'ai pu faire et que les petits voyages que j'ai pu faire là-bas. Question suivante, alors comment fait-on pour s'inscrire à l'université coréenne? Alors cette question m'est revenue hyper souvent, que ce soit sous mes vidéos ou que ce soit sur Instagram. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en description la vidéo que j'avais faite pour vous expliquer comment est-ce que moi du coup je suis partie en Corée du Sud. C'était de la série Étudier en Corée du Sud partie 1 et je vous explique en fait dans cette vidéo comment est-ce que moi ça s'est passé pour que je puisse m'inscrire et faire les démarches pour partir dans une université coréenne. Donc je vous réexplique en très rapide ici et puis ensuite je vous renverrai vers la vidéo. En gros moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie directement en échange universitaire, c'est-à-dire que l'université que j'avais en Corée était une université partenaire de mon école de commerce en France. Donc j'ai pas eu de démarche administrative à faire en direct avec l'université coréenne parce que c'était vraiment des échanges qui se faisaient entre mon école et l'université en Corée. Donc j'ai jamais eu par exemple de lettres à écrire etc pour demander une inscription ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tout cas je vous mets du coup dans la description la vidéo en question et j'espère que ça pourra vous donner un peu plus d'informations. Question suivante. Alors est-ce que c'est vrai qu'il y a internet partout en Corée du Sud? Oui et non. Alors en gros c'est vrai qu'il y a internet partout dans les endroits par exemple fermés on va dire, c'est à dire que tous les restaurants, les boutiques, que ce soit de cosmétiques etc. Généralement aussi les convenience stores en ont pas mal, dans certaines boîtes de nuit, dans le métro etc. Ouais il y a internet clairement partout, quoique dans le métro après ça dépend, si, non il y a internet, c'est juste que c'est pas forcément gratuit. Mais du coup oui là il y a internet partout, gratuit ou pas ça dépendra. Mais en tout cas il y a internet effectivement clairement partout. Mais par contre la seule chose c'est que, ce que je disais aussi dans une autre vidéo, c'est que moi je pensais avant de partir en Corée du Sud que internet partout ça voulait dire internet dans la rue, peu importe où tu marches. Sauf que non, clairement je préfère vous dire tout de suite, c'est pas ça par contre dans les rues, mais il y a quand même des endroits dans les rues aussi où tu peux capter du wifi gratuit, des zones qui sont pas forcément définies, des fois tu te connectes, tu sais même pas comment ni pourquoi du wifi gratuit. Donc dans les rues c'est très aléatoire, mais par contre dans les établissements, dans les endroits voilà, fermés comme je disais,
Oui, généralement t'as internet dans allez, 98% des cas. Question suivante, tes boîtes de nuit préférées. Alors mes boîtes de nuit préférées, du coup je vais vous parler à Séoul puisque dans les autres villes j'en ai pas faites. Si, j'en ai fait quelques-unes à Busan mais je me rappelle plus des noms, etc. Donc je vais vous dire à Séoul mes boîtes de nuit préférées. Moi je vous avoue que je vais énormément faire la fête en Corée du Sud à Hongdae, enfin donc à Séoul, dans le quartier de Hongdae, j'y vais énormément. Itaewon j'aime un petit peu moins, en tout cas donc ouais beaucoup à Hongdae, donc mes références elles sont là-bas. Et pour le coup une de mes boîtes préférées ça va être le Madolik. Le Madolik c'est une petite boîte qui est enfin il n'y a qu'une seule salle et c'est assez petit honnêtement. Mais en fait ce que j'aime beaucoup dans cette boîte c'est que déjà j'aime bien l'organisation, enfin comment est-ce que c'est agencé etc. Il y a le bar qui est derrière et ensuite il y a la salle qui est devant et ensuite il y a le DJ etc. Donc j'aime bien l'agencement et en plus de ça j'aime beaucoup les musiques qui passent là-bas. Je trouve que c'est une des boîtes où vraiment les musiques sont les meilleures. En tout cas elles sont toujours différentes, enfin peut-être pas toujours mais en tout cas elles sont assez souvent renouvelées j'ai l'impression, comparé à d'autres boîtes où au final tu connaissais la playlist quasiment par cœur. Donc voilà, au Madolik je trouve que c'est vraiment intéressant et il y a des bons remixes, il y a vraiment des bons remixes de musique quand même plus ou moins connue, ça dépend. Mais voilà, au niveau du style c'est plutôt hip-hop, rap US etc. C'est les boîtes que j'aime bien, je suis pas une fille trop de la techno etc. Même s'il y a des boîtes qui sont techno qui sont pas mal. Après une autre boîte que j'aime beaucoup ça va être le Sinkhole. Donc le Sinkhole c'est pareil, c'est à Hongdae. Mais le problème du Sinkhole c'est que c'est trop rempli. En fait il y a trop de monde, ça pousse de partout et tout, alors que la boîte est plus grande que de Madolik, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, enfin c'est vraiment bondé, c'est un enfer. Et c'est pareil pour le NB2. Le NB2 quand j'y allais en échange universitaire, donc il y a 4 ans et quelques, c'était déjà bondé, mais vous voyez on pouvait quand même marcher et tout, on pouvait respirer un peu. Mais j'y suis retournée les 2 fois où je suis repartie en Corée du Sud. Et c'était devenu impraticable, vraiment c'était devenu invivable, on pouvait pas du tout se déplacer, on était collés comme des sardines et tout, donc c'était pas du tout agréable. Donc voilà, le Sinkhole et le NB2 c'est 2 boîtes aussi dont j'aime l'ambiance, mais où c'est trop plein je trouve, honnêtement c'est trop plein. Ensuite il y a une autre boîte aussi que j'aime beaucoup, mais là c'est plus par affection que vraiment par réel amour de la musique et de l'ambiance etc. C'est le Mama, ça s'appelle. En fait c'est un espèce de bar boîte un petit peu qui est pareil à Hongdae toujours. Et en fait dans cette boîte là ce qu'il y a c'est qu'on y allait énormément quand on était en échange universitaire, donc on a beaucoup de souvenirs là-bas. Il y avait une autre boîte aussi, c'était le HMV, mais le HMV a fermé. Le Mama existe toujours. Et en fait ce qu'il y a d'amusant dans cette boîte c'est que on connaît bien les serveurs etc. Et il y a un serveur avec qui je m'entends super bien et du coup tous les ans quand j'y retourne je lui dis pas forcément que je retourne là-bas parce que, enfin que je retourne en Corée parce que on se parle pas forcément sur les réseaux ni rien, mais en tout cas à chaque fois que j'y retourne il me reconnaît, je le reconnais et tout, il me tape la bise, il me fait rentrer etc. Puis même les mecs au bar etc. qui nous reconnaissent en fait tous les ans quand on revient, donc c'est plutôt marrant, voilà, c'est vraiment amusant et l'ambiance est cool aussi à l'intérieur. C'est juste que au niveau de la musique c'est rien d'exceptionnel, c'est plutôt je pourrais même pas vous dire quel style de musique c'est. C'est un peu de tout, ça dépend, c'est un peu de tout, franchement ils mettent un peu de tout. Après c'est bonne ambiance du coup puisqu'il n'y a pas un style en particulier, mais voilà c'est une ambiance assez amusante en tout cas. Question suivante, alors comment trouver un logement en Corée du Sud? Donc ça c'est pareil, c'est une question qui revient énormément. Le problème c'est que, enfin moi je vais vous donner mon expérience. Comme je vous ai dit je suis partie 3 fois en Corée du Sud. La première année en échange universitaire, la deuxième fois je suis partie juste comme ça et la troisième fois je suis partie aussi juste comme ça. Donc la première fois en échange universitaire, ce que j'ai fait c'est qu'au premier semestre en fait il y avait un logement qui était proposé par mon université et du coup j'ai pas eu à chercher parce que on me l'a proposé, j'avais le choix d'accepter ou de refuser et ce que j'ai fait c'est que j'ai accepté et du coup j'ai été directement dans ce logement là. Donc là je peux pas vous dire comment est-ce qu'on fait pour rechercher vraiment. Et au deuxième semestre j'ai été dans une guest house, mais là c'était vraiment du bouche à oreille en fait parce qu'on avait des amis qui étaient dans cette guest house en question depuis le premier semestre et qui savaient qu'il y avait des chambres qui allaient se libérer du coup au deuxième semestre et ils nous ont avertis et ils nous ont proposé en fait tout simplement de venir avec eux. Donc là c'était vraiment du bouche à oreille, pareil j'ai pas cherché et je vous avoue que c'était en tout cas un échange universitaire, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite quand je suis repartie donc un mois, ce qu'on avait fait c'est que on avait pris un Airbnb si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on avait pris un Airbnb. Donc pareil du coup on n'a pas vraiment cherché, enfin c'est comme dans tous les pays du monde quoi. On est allé sur internet, on a tapé Airbnb Corée du Sud Séoul et du coup on est tombé sur l'appartement qu'on a loué. Et la troisième année du coup quand je suis repartie c'était pareil, j'ai pris un Airbnb, je suis repartie pour 2 semaines donc j'ai pris un Airbnb et du coup encore une fois
c'était un petit peu comme dans tous les pays du monde. Donc pour vraiment rechercher un appartement, je vous avoue que je sais pas du tout comment ça se passe. Je ne sais pas non plus quelles sont les plateformes à utiliser. Mais en tout cas, si je repars en Corée du Sud et que je cherche enfin un appartement, un vrai appartement, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube. Donc souhaitez-moi de repartir, comme ça je pourrais vous apporter cette réponse. Question suivante. Alors, est-ce que le métro coréen c'est facile d'utilisation? Le métro coréen, est-ce que c'est facile d'utilisation? Franchement, moi j'ai envie de dire que oui. Pour les Parisiens, si vous savez vous repérer dans le métro de Paris, franchement vous n'aurez aucun problème à vous repérer dans le métro de Séoul, parce que c'est le même délire, enfin c'est le même fonctionnement quoi, c'est un métro. Et du coup, est-ce que c'est facile? Franchement, moi je trouve que c'est hyper facile. En fait, il n'y a rien de compliqué quoi. C'est à partir du moment où tu sais, où tu fais tes correspondances, etc. Bon bah c'est pas un bordel ou quoi que ce soit. Donc non, moi je trouve qu'il est plutôt facile, assez clair, enfin les lignes ont des couleurs, etc. Et c'est encore plus simple à partir du moment où vous avez l'application Kakao Métro, du coup qui vous permet un petit peu de vous orienter dans le métro et qui vous permet aussi de faire vos itinéraires. Ça c'est hyper pratique, vraiment c'est très bien expliqué. Et franchement, avec cette application là, je pense que c'est très difficile de se perdre parce que c'est hyper clair. Question suivante, le décalage horaire est-il difficile? Combien d'heures de vol? Alors du coup, deux questions liées au temps. Donc le décalage horaire, est-ce que c'est difficile? Oui, bon c'est un peu difficile mais comme dans tout décalage horaire. Pour information, il y a 7 heures de décalage horaire en fonction d'été-hiver et 8 heures du coup en fonction d'été-hiver, étant donné qu'on change d'heure en France. Donc oui, forcément ça fatigue, c'est sûr. Après, franchement on s'y fait, hein. Enfin moi je vous avoue, c'est pas un truc... En fait je réfléchis pas à ça si vous voulez. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vécu beaucoup de fois du coup maintenant, étant donné que je suis partie quand même pas mal de fois. Donc je fais pas trop attention. Ou si parce que vraiment c'est pas extraordinaire, enfin vous voyez ça fatigue mais c'est pas le truc que je vais retenir en me disant putain j'étais vraiment épuisée, franchement non. Donc c'est supportable. Et combien d'heures de vol? C'est 11 heures de vol pour un vol direct entre 10h30 et 11h. Et sinon il y a beaucoup de vols aussi qui font Paris, Shanghai ou Paris-Pékin ou Paris un autre aéroport en Chine. Et ensuite qui font donc une escale et qui reprennent ensuite de l'aéroport en Chine pour aller du coup atterrir en Corée du Sud. Question suivante, est-ce que se faire des amis en Corée du Sud est difficile? Se faire des amis en Corée du Sud, est-ce que c'est difficile? Oui c'est difficile parce que le truc c'est qu'en fait, il y a plein d'aspects en fait qui font que c'est difficile. Déjà, premièrement, la langue, hein, forcément c'est logique. À partir du moment où on parle pas la même langue que quelqu'un, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de créer des amitiés, des affinités, etc. Ensuite, l'autre aspect qui rend les choses difficiles aussi, c'est que la Corée du Sud c'est un pays qui s'est ouvert très tardivement. Enfin, aujourd'hui il y a quand même pas mal de tourisme on va dire, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années c'était pas du tout le cas. Donc c'est arrivé très soudainement, très rapidement, ce qui fait qu'on sent quand même le décalage un petit peu avec la population qui différencie bien les Coréens des étrangers. Il n'y a pas forcément une mixité incroyable. On sent quand même qu'il y a un espèce de petit décalage, une petite barrière un petit peu. Donc ça rend forcément les choses un peu plus difficiles, je pense, que par exemple un étranger qui viendrait en France. Bien que je sais pas si on est très friendly, genre les Français, je sais pas, bref, en tout cas en Corée c'est compliqué, mais c'est pas du tout impossible, c'est vraiment pas impossible. Et je pense que le meilleur conseil en fait c'est vraiment d'aller vers les autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet entièrement dédiée à comment se faire des amis en Corée du Sud, donc je vous la mets en description. Du coup franchement j'ai envie de dire c'est difficile mais pas du tout impossible. Question suivante, comment as-tu vécu ton retour en France? Ça aussi c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et je vous avoue que j'ai choisi justement de terminer cette vidéo sur cette question là parce que c'est une petite transition pour une prochaine vidéo du coup, parce qu'en fait en gros j'ai très mal vécu mon retour en France. Après mon échange universitaire c'était très compliqué, j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos parce que c'est vrai que je parle souvent du positif et tout, de ce que cette expérience m'a apporté d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a aussi du négatif dans le sens où c'est le contre-coup. Mon retour en France était très compliqué, très compliqué. En tout cas je vous ferai une vidéo sur ce sujet en détail et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu un petit peu à des questions que vous vous posiez peut-être aussi éventuellement. On se retrouve du coup sur Instagram si vous en avez d'autres, et même dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me poser plein de questions, celles auxquelles j'ai pas pu répondre, celles auxquelles j'ai pas répondu. Je referai plusieurs fois je pense des FAQ, parce que je sais qu'il y a des fois où je parle de certains sujets et je les approfondis vachement, mais du coup les sujets très simples, enfin les questions très simples et très rapides, je les aborde pas dans mes vidéos du coup, donc je pense que ouais, une petite série de FAQ pour répondre de façon courte à vos questions, ça pourrait
pourrait être intéressant. En tout cas les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là, je vous fais des gros bisous, on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.